Bonjour, alors on va commencer cette session sur la mucoviscidose avec Juliette Nectou qui est biologiste moléculaire généticienne qui va nous parler du diagnostic non invasif. Donc voilà, on a cette session sur la mucoviscidose et c'est vrai qu'il y a eu d'énormes avancées d'un point de vue diagnostic et aussi évidemment d'un point de vue thérapeutique avec vraiment une grande modification de la prise en charge des patientes. Donc on attend avec impatience vos topos. Voilà Juliette. Merci pour l'intro. Bon ben voilà, du coup, bonjour, je vais vous parler du DPNI, des maladies monogéniques plus largement, et bien sûr ça peut être appliqué à la mucoviscidose, qui est une maladie monogénique de transmission récessive. Donc chaque année en France, il y a plusieurs milliers de gestes invasifs qui sont réalisés, et on sait qu'ils sont associés à une anxiété majeure chez les parents à cause du petit risque de fausse couche ou d'accouchement prématuré. Et en parallèle, avec toutes les avancées de la médecine génomique et prénatale, et Isabelle Sermène nous en parlera un peu, les options thérapeutiques in utero ou en période néonatale vont se multiplier dans les prochaines années. D'où la nécessité de développer un diagnostic prénatal qui ne va pas servir qu'à faire une IMG ou pas une IMG, qui va servir à faire évoluer la prise en charge, pour permettre aux parents de prendre des décisions éclairées et adapter la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement. Alors un tout petit focus, quand on parle de DPNI, l'immense majorité de la littérature publiée parle du DPNI des aneuploïdies, qui a été développé dans le monde entier depuis 2011, qui a permis de participer à la réduction drastique du nombre de prélèvements invasifs. Et ça, c'est du D de dépistage, parce qu'on sait qu'il y a des risques de faux positifs qui sont dus aux mosaïques confinées au placenta. Donc tout résultat positif doit être confirmé après un prélèvement invasif pour étudier l'ADN fœtal directement. Tandis qu'en parallèle de ça, le DPNI des maladies monogéniques a suscité un peu moins d'intérêt. On voit que le nombre de publications est beaucoup moins élevé, parce qu'il y a une opportunité financière qui est bien moins importante, parce que ça nécessite très souvent des tests ciblés. Contrairement aux aneuploïdies, on propose un test le même à toutes les patientes enceintes. Là, on propose des tests ciblés, spécifiques de mutation, donc d'une mutation par famille. Et pour ces tests, comme on sait qu'il n'y a pas de risque de mosaïque confinée au placenta quand les variants sont hérités des parents et qu'on va les chercher dans le sang maternel, il n'y a pas nécessité de confirmer nos résultats par un test invasif. Donc le D du DPNI des maladies monogéniques, c'est un D de diagnostic. Où est-ce qu'on en est du DPNI maladie monogénique? Donc c'est la découverte par Denislo en 1997 de l'existence d'ADN fœtal libre dans le sang circulant qui a permis de développer ce DPNI. La première preuve de concept de succès pour la dystrophie myotonique, elle a été publiée dès 2000. Et puis après, il a fallu attendre quand même 2012 pour qu'au Royaume-Uni, pour la première fois, il y ait un système de santé publique qui accepte de prendre en charge le DPNI pour les achondroplasies et dysplasies thanatophores. Nous, maintenant, on le propose également. On l'avait développé à Cochin, on le propose en diagnostic depuis 2017. Mais à part en France et au Royaume-Uni, ce n'est pas proposé en routine diagnostique. Il y a des preuves de concept qui sont publiées, mais ça reste dans les labos de recherche, ça reste sur des petites cohortes. On va distinguer deux types d'applications quand on parle de DPNI, maladie monogénique. Le premier type d'application, c'est la plus simple, c'est d'aller détecter qualitativement des variants qui sont absents du génome maternel, parce qu'on ne va pas être gêné par les 90% de génome maternel qu'on a. Ça va nous permettre de proposer du DPNI pour toutes les maladies qui sont associées à des mutations de novo, par exemple chez un précédent enfant, ou sur un signe d'appel écho qui fait suspecter une achondroplasie, parce que la mère n'est pas porteuse de la mutation. Ça nous permet également de proposer du DPNI pour les maladies dominantes quand elles sont transmises par le père, ou pour les maladies récessives, si les deux parents sont porteurs de mutations différentes, on peut aller rechercher celle du papa. Donc imaginons que ce grand rectangle, c'est l'ensemble de l'ADN circulant qui circule dans le sang d'une femme enceinte, et le petit rectangle-là, c'est la contribution fœtale. Du coup, quand on fait cette détection, ce DPNI d'exclusion, on va rechercher notre variant d'intérêt. S'il y est, c'est que le fœtus en est porteur. S'il n'y est pas et qu'on s'assure qu'il y a une fraction fœtale suffisante dans l'échantillon qu'on analyse, on en déduit qu'il est non porteur. Ce
qui va être plus compliqué, c'est de s'intéresser aux maladies pour lesquelles la mère est également porteuse de la mutation. J'y reviendrai plus tard. Donc, historiquement, les premières approches qui ont été proposées pour aller détecter qualitativement ces variants qui étaient absents du génome maternel, c'était de la PCR digestion, mais là, j'ai compris que j'étais devant des obstétriciens. Donc même nous, les généticiens, ça ne nous intéresse plus, la PCR digestion, donc je vais passer très vite. Ça a bien marché, c'était rapide, c'est un peu coûteux, mais c'était que sur des variants qui étaient dans des sites de restriction, et puis il n'y avait pas une grande efficacité diagnostique. Bref, on est vite passé au NGS ciblé, donc dans ces cas-là, ça nous permet, par exemple, si on fait du NGS sur CFTR, d'aller voir est-ce qu'on voit apparaître dans le plasma maternel un variant comme delta F508, c'est le père ne porteur, à environ la fraction fétale sur 2. Ça marche pas mal. Ça ne convient pas pour tous les gènes parce qu'on va faire ça nécessite de designer un panel de capture spécifique du gène qui nous intéresse. Donc on ne va pas le faire pour les gènes qui sont rarement impliqués. Et puis les publis ont montré qu'il y avait pas mal de risques de faux négatifs et de faux positifs. Du coup, nous, en France, on a décidé plutôt de miser sur une autre stratégie qui est la PCR digitale. Et on s'appuie sur l'extrême sensibilité et cette spécificité de cette PCR digitale pour aller détecter des événements rares. Et donc, on va faire un design spécifique de chaque mutation paternelle. On s'en fiche que ce soit dans un gène qui est couramment impliqué, pour lequel on fait souvent des DPN. C'est pas grave. On peut développer des essais spécifiques dans n'importe quel gène, à condition que ce soit des mutations ponctuelles ou des petites idèles, mais ça ne va pas marcher pour toutes les expansions de triplés, les grandes duplications, les grandes délétions. Alors très rapidement, le principe de la PCR digitale, il est basé sur la compartimentalisation de notre échantillon. C'est-à-dire qu'on part d'un mix de PCR dans lequel on a mis l'ADN plasmatique. Ce mix va être émulsionné en dizaines de milliers de gouttelettes dans lesquelles se répartissent aléatoirement nos fragments d'ADN. Si la cible qu'on recherche est présente dans la gouttelette, elle est amplifiée lors de la PCR par un essai qui va libérer de la fluorescence quand la cible est amplifiée. Du coup, la gouttelette va devenir fluorescente. Et après la PCR, on passe chaque gouttelette devant un lecteur de fluorescente qui nous compte les gouttelettes fluorescentes. Et ça nous permet de dire exactement combien il y avait de cibles dans notre échantillon de départ. Et donc, les résultats ressemblent à ça. Ici, par exemple, c'est une famille qui est à risque de transmettre la mucoviscidose. Donc, les deux parents sont porteurs de mutations différentes. Le père est porteur de delta F508. Du coup, on va rechercher ça. Chez le papa, on voit ici ces 4 puits pour l'allèle muté et l'allèle wild type. Donc, il est bien hétérozygote. On n'a pas d'allèle drop-out. Nous, notre essai amplifie bien la mutation paternelle. On vérifie dans l'ADN génomique maternel qu'elle n'est pas porteuse de la même mutation. Effectivement, elle n'a que l'allèle wild type. Et dans l'ADN plasmatique maternel, on met en évidence la mutation paternelle. Donc on en déduit que le fœtus a hérité de delta F508. Pour l'instant, on n'est pas capable de dire en DPNI s'il a aussi hérité de la mutation maternelle. Du coup, dans ces cas-là, on propose le prélèvement invasif est recommandé, pas pour aller confirmer notre résultat de transmission de l'allèle paternel, mais pour aller voir si la maman a aussi transmis son allèle. Et bien sûr, en parallèle, on s'assure qu'il y a toujours une fraction fétale suffisante dans notre échantillon. Du coup, on propose ça depuis 5 ans. C'est le workflow suivant, un conseil génétique précoce avec les conseillères en génétique qui identifient les couples à risque connus de transmettre une maladie monogénique pour lesquels on connaît déjà les mutations, qui nous contactent tôt dans la grossesse en disant « Bon, bah voilà, j'ai un couple, le monsieur est porteur de telle mutation, notre CPDPN a validé l'intérêt d'un DPNI. Est-ce que vous pouvez le faire? Je regarde si c'est une mutation ponctuelle. Bah oui, je peux le faire. Du coup, on commande l'essai. Quand on le reçoit, on demande l'ADN génomique des deux parents pour faire nos contrôles qualité. Dès que les contrôles qualité sont validés, ça prend environ 3 semaines. On dit c'est bon, banco, vous pouvez prélever la femme enceinte, 4 tubes BCT. Et nous, à réception, on extrait l'ADN plasmatique. On fait notre PCR digitale pour rechercher le variant paternel et évaluer la fraction fétale. 3 possibilités. Si on ne voit pas le variant paternel et qu'il y avait une fraction fétale suffisante, on en déduit que le fœtus est non porteur, non atteint. Si on voit, il peut être, dans le cas de la muco, il peut être porteur de la mutation maternelle, mais au pire, il sera hétérozygote, il ne sera pas malade. Si on voit la mutation paternelle, qui a une fraction fétale suffisante, on en déduit qu'il est porteur dans le cas d'une maladie récessive ou atteint dans le cas d'une maladie dominante.
et si c'est récessif, on recommande le prélèvement invasif pour aller voir son statut vis-à-vis de la mutation maternelle. Et s'il y a une fraction fœtale insuffisante, on redemande une prise de sang une semaine plus tard. On propose ça, on est plusieurs labos maintenant, on est en train de monter un réseau français de DPNI d'exclusion, donc il n'y a pas que Cochin. On travaille aussi avec Robert Debré, où ils font des designs pour exclure des mutations de novo chez des précédentes grossesses, que nous on ne fait pas à Cochin, sinon on serait totalement débordés. Il y a Brest, il y a Montpellier, et il y a nous à Cochin. Donc n'hésitez pas à contacter l'un des 4 laboratoires si vous avez des patientes qui peuvent bénéficier d'un DPNI d'exclusion sur plus de 600 tests. Alors là, c'est juste l'activité de Cochin. Sur presque 600 tests, mais là, je crois que fin janvier, on est aux 600. On n'a encore aucun faux positif, aucun faux négatif, et ça marche très bien. Ce qui va être plus complexe, et ce qui va nous permettre de proposer du DPNI dans toutes les maladies monogéniques, même quand la mère est transmettrice de la mutation, c'est d'aller s'intéresser à ces mutations pour lesquelles la mère est hétérozygote. Là, il ne s'agit plus de les mettre en évidence, c'est plus une détection qualitative, ça va être une détection quantitative. Donc imaginons par exemple une famille avec un couple qui serait tous les deux hétérozygotes pour delta F508, la femme est enceinte, 3 possibilités, soit la femme hétérozygote est enceinte d'un fœtus lui aussi hétérozygote. Du coup, là, dans le plasma maternel, finalement, on aura autant d'allèles wild type que d'allèles mutés. Ça veut dire, nous, dans notre jargon, on a une balance allélique qui est équilibrée. Quand on quantifie, on a le même nombre de mutations et de sauvages. En revanche, dans les 2 autres cas, si la femme était enceinte et est enceinte d'un fœtus homozygote atteint, à cause de l'allèle hérité par le fœtus, on aura un tout petit déséquilibre de notre balance allélique en faveur de l'allèle muté. Et ce petit déséquilibre, il va être proportionnel à la fraction fœtale. Plus la fraction fœtale dans le sang maternel est importante, plus ce déséquilibre sera franc et facile à mettre en évidence. C'est la même chose s'il est homozygote sain. Et du coup, on va utiliser cette fois des tests statistiques qui vont nous permettre de dire est-ce que j'ai une balance allélique équilibrée ou est-ce qu'elle est statistiquement significativement déséquilibrée pour la fraction fœtale que j'observe dans mon échantillon. Alors, Denislo, toujours le même, toujours celui qui avait identifié l'ADN fœtal circulant, a proposé 2 méthodes statistiques différentes successivement. La première qui était un dosage relatif de mutation, donc on refaisait de la PCR digitale et on amplifiait dans le sang maternel l'allèle wild type et l'allèle muté, comme ce que je vous ai montré avant. Et en fait, c'est pas suffisamment précis comme ratio. Il faut pouvoir distinguer du 50-50 versus du 45-55. Et du coup, il y a beaucoup de non conclusifs, des faux positifs, des faux négatifs. Du coup, il a rapidement proposé autre chose, qui est du dosage relatif d'haplotype. Donc, on ne s'intéresse plus cette fois juste à la mutation qui nous intéresse. On va s'intéresser à tous les SNP qui sont situés autour de la mutation pour essayer de reconstruire des haplotypes parentaux. Et donc, on va distinguer l'haplotype maternel à risque, qui est le chromosome, en gros, ou la région autour du locus d'intérêt qui est porteur de la mutation, versus l'haplotype maternel non à risque, qui est pareil pour le père. Et on va doser quantitativement les haplotypes dans le sang maternel. Mais on ne s'intéresse plus à une position, on s'intéresse à 500 positions dans le plasma maternel. Donc, statistiquement, on est beaucoup plus robuste. Donc, c'est une approche qui marche très bien, très robuste statistiquement, des belles performances diagnostiques. Ça a été publié, les preuves de concept sur la bêta-thalassémie, l'hyperplasie congénitale des surrénales, l'hémophilie A, le déficit en cobalamine C. Et le Royaume-Uni le propose en routine diagnostique pour la myopathie de Duchenne, la myotrophie spinale et la mucoviscidose. La principale limite de cette approche, c'est qu'il va falloir réussir à reconstituer ces haplotypes parentaux et savoir quel est l'haplotype à risque et quel est l'haplotype non à risque. Et pour ça, il nous faut un cas index. Par exemple, un premier enfant atteint du couple. Sinon, on ne peut pas reconstruire ces haplotypes. Du coup, dans toute la littérature qui avait été publiée, il ne parlait pas beaucoup de statistiques quand même. Il parlait beaucoup de génétique et de biologie. Et il y avait une absence de contrôle de l'erreur statistique et un manque de description explicite de tous les contrôles qualité. Et donc, quand nous, généticiens moléculaires, on décide de se lancer en diag, il faut s'intéresser à ces questions.
Ce n'était pas décrit, on a décidé de les décrire et de les inventer quand ce n'était pas fait. Du coup, on a recruté à travers l'étude d'Annie depuis quelques années des patientes pour lesquelles nous on proposait du DPN au labo à Cochin. Donc on a recruté mucoviscidose, NF1, myopathe de Duchenne, hémophilie. On a fait notre panel de séquençage avec ces gènes-là et avec plein de SNP dans les régions qui nous intéressaient. Et puis, on a séquencé en parallèle l'ADN du cas index de ces deux parents pour pouvoir reconstituer les haplotypes et l'ADN plasmatique maternel pour voir quel était l'haplotype qui était surreprésenté dans le plasma maternel. Puis, le temps de l'étude, bien sûr, on avait le prélèvement invasif. On a séquencé le prélèvement invasif pour voir si on prédisait le bon génotype fœtal. Donc ça, c'est l'avantage d'être une méthode qui est adaptée à la plupart des situations cliniques. Par exemple, le cas index peut être en fait un premier enfant non atteint. Il nous permettra de reconstituer les haplotypes non à risque, donc on en déduira ceux à risque. C'est adapté à tous les modes de transmission, à tout type d'anomalies moléculaires, même les expansions de triplets ou les grands SV. Il y a plein de paramètres, mais je passe sur ces détails, qui sont ajustables par l'utilisateur, plein de contrôles qualité, enfin bon, voilà, des trucs qui nous rassurent, nous, au laboratoire, pour la robustesse et la confiance qu'on a dans notre résultat. Et là, je vais vous montrer quelques exemples. Donc ici, un couple, tous les deux hétérozygotes pour Delta F508, un premier enfant atteint homozygote. Il nous permet de reconstituer les deux haplotypes parentaux et la femme est prélevée au décours de sa seconde grossesse. Et puis, dans le plasma maternel, on va évaluer la fraction fœtale, la qualité de notre séquençage. Là, on s'intéresse à l'allèle qui a été transmis par le père. Et on voit, alors en abscisse, c'est tous les SNP qui sont présents hétérozygotes chez le père et homozygotes chez la mère. Et en ordonnée, c'est la fraction allélique qu'on va retrouver dans le plasma maternel. Et on voit qu'on ne met en évidence dans le plasma maternel que les SNP qui étaient situés sur l'haplotype non à risque paternel. On en déduit que le fœtus a hérité de l'haplotype non à risque. Et en bas, la barre verte, c'est le séquençage sur l'ADN fœtal direct. Donc on voit qu'on n'a pas répondu de bêtises et que le fœtus a bien hérité de l'haplotype paternel non à risque. Et là, c'est pas la même chose, c'est le test statistique dans lequel je ne rentre pas dans les détails, mais on fait le test une fois dans le plasma maternel en forward, une fois en reverse, et on compare par rapport aux résultats obtenus par séquençage direct de l'ADN fœtal. Et là encore, notre test statistique nous permet de dire avec une certitude absolue que le fœtus a hérité de l'allèle non à risque de sa maman. Et donc, c'est un fœtus non atteint. Ici, un exemple pour une maladie dominante, la NF1. Donc, la mère est porteuse d'une mutation dans le gène NF1. Le cas index ici qu'on a utilisé, c'est un premier enfant non atteint. Elle est prélevée au cours de sa seconde grossesse. Et là, on voit que le fœtus, cette fois, a hérité de l'haplotype à risque de sa mère, donc il est atteint. Et ici, dans la myopathie de Duchenne, le cas index, c'est un frère malade de la maman. On voit que le fœtus a hérité d'un X recombiné et que malheureusement, la mutation DMD pathogénique est présente dans la partie d'haplotype à risque et donc il est atteint de myopathie de Duchenne. Bon bah voilà, au total, sur toute notre cohorte de validation pour lesquelles on avait vraiment ce cas index qui nous permettait de reconstruire les haplotypes, on avait 53 analyses avec un résultat conclusif et concordant et 3 analyses que nous, on a jugées non conclusives parce qu'il y avait pas assez d'informations, que nos contrôles qualité passaient pas en fait. Et je vous les montre ici. Donc c'est non conclusif, mais c'est quand même concordant à chaque fois avec le génotype fœtal. Et 0 analyse avec un résultat discordant. Mais les fois où on a un résultat discordant, on sait qu'on s'est trompé dans la sample sheet qu'on a rentré dans le séquenceur et qu'on indiquait un premier cas index atteint alors qu'il était non atteint. On a tellement confiance, c'est tellement robuste qu'on sait que c'est une erreur humaine et c'est là qu'il va falloir faire très attention. Du coup, l'offre actuelle, je résume, le DPNI des maladies monogéniques, le DPNI d'exclusion pour les variants de novo ou paternels est proposé en pratique clinique dans un nombre limité de pays, dont la France. On peut le proposer pour les pathologies dominantes qui impliquent un variant de novo ou un variant paternel, les pathologies récessives si les parents sont porteurs de mutations différentes, et il est non applicable au grand réarrangement aux maladies à expansion de triplés. Le DPNI de toutes les maladies monogéniques par approche indirecte RHDO est proposé en pratique clinique seulement au Royaume-Uni pour l'instant.
Il est spécifique et sensible, il est applicable à tous les profils de mutation, les modes de transmission, modifiable pour être appliqué à d'autres gènes d'intérêt que ceux qui, moi, m'intéressaient. Pas besoin de confirmation par un prélèvement invasif, mais une limite, il y a besoin de l'ADN d'un cas index. Les futures directions, je pense que je vais running out of time. Non, allez, je fais ma diapo. Les futures directions, on cherche à développer des approches RHDO pour lesquelles on n'aurait pas besoin de l'ADN d'un cas index. Et donc, c'est de mettre en place des technologies qui nous permettent de séquencer des longs fragments d'ADN qui nous permettraient, en une seule manip, d'haplotyper et de phaser la mutation avec les SNP d'intérêt. On cherche aussi à optimiser encore les performances de notre DPNI en se basant sur tout un champ de la recherche qui est en train d'exploser en ce moment et qui est passionnant sur toute la fragmentomique, parce qu'on est en train de se rendre compte que l'ADN fœtal, il n'est pas du tout fragmenté de façon aléatoire dans le plasma maternel et qu'en fait, on peut deviner l'empreinte nucléosomale là-dedans et qu'il n'est pas des fois il est coupé tout droit et des fois pas tout droit. Enfin, il y a plein de choses à comprendre. Et puis, on jette un œil aussi assez régulièrement, on garde à l'œil le développement des approches commerciales. Pour l'instant, il y a des approches commerciales qui proposent sur des grossesses à bas risque de faire du DPNI aneuploïdie et mutations fréquentes, CFTR, bêta-thalassémie, etc. Alors là, je vais vous perturber, parce que dans ces cas-là, quand on ne va pas rechercher de façon ciblée une mutation dont on sait que le père est hétérozygote, là c'est une grossesse bas risque, ça s'apparente à du dépistage. Du coup, on risque de vous rendre, la patiente risque d'arriver, j'ai envoyé en Espagne mon test, et puis je reviens, j'ai peut-être mon fœtus est peut-être porteur de delta F508. Bah là, il faut confirmer par un prélèvement invasif, parce qu'en fait, c'était du bas risque, c'était pas un test ciblé, ils n'ont pas évalué la fraction fœtale. Il y a une absence totale de validation à grande échelle, et on ne sait pas comment est réalisé le conseil génétique, ni en pré-test, ni en post-test. Du coup, attention à l'avancée de ces offres commerciales. C'est la dernière slide. Quand on parle des avancées du DPNI, qu'est-ce qu'il faut considérer finalement ? Deux grands points, à mon sens. Déjà, l'impact économique, ce n'est pas le plus important, c'est le deuxième qui est le plus important. Il ne faut pas oublier l'impact économique sur les patientes et ou sur le système de santé, parce que le DPNI d'exclusion qu'on propose là, il est souvent moins cher que les alternatives invasives. Mais le DPNI de toutes les maladies monogéniques par l'approche RHDO, il est plus cher. Et du coup, qui va payer ? Ça, on n'a pas encore répondu à cette question. Et bien sûr, il faut considérer tous les impacts sociaux, éthiques sur les patientes et aussi sur le personnel soignant, parce qu'on peut avoir tendance à dériver et que non seulement la patiente, mais aussi la sage-femme, l'infirmière qui propose la prise de sang. Et c'est juste une prise de sang. Mais pourtant, non, ça va être un vrai test génétique qui peut changer les choses pour la grossesse de la patiente, qui peut les changer pour son conjoint, pour sa famille. Donc il y a une vraie consultation génétique pré-test à effectuer, même si on parle que d'une prise de sang. Et puis qui va assurer le conseil génétique post-test, qui va expliquer tous les variants de signification indéterminée, toutes les données additionnelles qu'on ne s'attendait pas à trouver, mais qui pourraient modifier la prise en charge de la patiente, etc. Il y a tout ça à régler. Attention aussi au risque de dérive vers l'élargissement des indications de DPN. Moi, je suis assez souvent contactée pour proposer du DPNI dans des cas où on n'aurait jamais proposé un DPN invasif à cette patiente. Donc, c'est des situations, je demande toujours un accord de DPN derrière, mais il y a des choses vraiment à réfléchir et attention aux dérives. D'où la nécessité d'un encadrement institutionnel, de standards rigoureux, former les professionnels de santé, c'est ce qu'on est en train de faire, et diffuser et partager les connaissances. Et je vous remercie, je remercie les gens qui nous financent, mes collègues bioinformaticiens, biostatisticiens, et tous mes collègues du laboratoire, et tous les cliniciens, les gynécos, les conseillères en génétique, avec qui j'ai l'occasion de travailler. Merci. Merci beaucoup. Une question, Jonathan, je crois, lever la main. Il y a un micro. Alors, voilà, mais Jonathan, il est vif, il est déjà sur le micro. Merci, c'était vraiment un super topo. On a tout à fait hâte de continuer l'étude d'Annie, en particulier à Robert Debré. J'ai une question. Quand on fait des études d'haplotype, le risque de crossing over, il existe toujours ou
Oui, mais on le met en évidence. Quand il y a l'exemple de DMD où on voyait du début vert et de la fin rouge, c'était oui, une recombinaison entre les deux X maternelles et on la met en évidence. Donc en fait, c'est vu parce que c'est suffisamment large comme étude de SMP. Ah ben, on la met en évidence si elle est dans notre locus d'intérêt, parce qu'on va étudier que notre locus d'intérêt. Du coup, oui, si on voit qu'elle a transmis la moitié de locus non à risque, d'haplotype non à risque, puis la moitié à risque, il faut savoir où est située la mutation d'intérêt pour la localiser par rapport à cette recombinaison, mais on les met tout à fait en évidence. Ouais. Il y a bien sûr ce risque de recombinaison. C'est fascinant quand même, hein, toutes ces avancées. Alors moi, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris dans les mécanismes et les manips, mais j'ai compris que, par exemple... Je ne suis pas rentrée dans les détails, donc ouais, c'est normal. Peut-être qu'il vaut mieux pas. Mais j'ai compris que pour la méthode quantitative, en tout cas, c'est une certitude. C'est-à-dire que quand vous donnez un résultat, c'est une certitude pour le RHDO. Ouais. Bah, pour l'instant, on ne rend pas de résultat. Ouais. Nous, quand on l'a au labo... Quand vous l'avez, ouais. Oui, on sait, ouais. Donc pas besoin de prélèvement invasif après. Non, mais alors là, pour l'instant, ça, on ne le fait pas du tout en routine. Donc, à chaque fois, on a notre prélèvement invasif. Mais j'ai envie de dire, c'est pas qui nous rassure, c'est qu'on sait qu'on l'a. Soit c'est non conclusif parce qu'il n'y avait pas assez de fraction fétale ou qu'on n'a pas séquencé assez profondément. Et soit c'est conclusif, et là, on n'a même pas besoin de regarder l'ADN fœtal. On sait qu'on a la bonne... Après, l'objectif, c'est quand même de pouvoir le mettre à disposition des patients qui ont... Oui, bien sûr, oui. Et alors, c'est ce que j'ai oublié de mentionner, un petit truc quand même, le PHRC pour lequel on vient d'être financé, et qui est la suite de l'étude d'Annie, et où cette fois, il n'y a plus juste Cochin qui s'intéresse à ces locus d'intérêt. On travaille avec 9 autres laboratoires co-investigateurs qui vont chacun adapter ce principe à leur pathologie d'intérêt, à la SMA, à la drépanocytose, et je n'ai plus la liste en tête, mais voilà, plein de pathologies courantes. Et donc, on partage ce qu'on a mis au point. Et voilà, donc tous les CPDPN sont contactés pour être centre recruteur et inclure leurs patients à risque de transmettre une maladie monogénique. Et d'ici 2 ans, on espère pouvoir le proposer à la fin du PHRC en routine. Ouais. Et quand tu parles de coûts, ça représente combien ? Alors, pour du DPNI d'exclusion, ça représente 500 €, je dirais. Ouais. Pour du RHDO, c'est assez cher, hein, parce qu'il faut séquencer le père, la mère, le cas index, le plasma. C'est à peu près 300 € le point. Ça va dépendre de la taille du panel, mais bon, ça monte vite. Et je parle que des coûts réactifs, hein. Je ne parle pas du coût technicien pour qui c'est 3 jours de manip. Oui, c'est plus cher. Après, c'est une goutte d'eau, hein, le DPNI des maladies monogéniques. En fait, c'est pas tant de patientes que ça. Oui, c'est ça. Je prêche pas pour ma paroisse quand je dis ça, mais finalement, on peut décider collectivement de mettre ce coût-là parce qu'on ne le fait pas pour beaucoup de patientes. Ok. J'ai juste une petite question. J'ai peut-être mal compris, mais je voudrais juste savoir, en pratique, on a une patiente qui a par exemple des intestins un peu hyperécogènes où on n'est pas à l'aise. On n'en est pas là du tout pour le moment. C'est ça ? Finissez votre question. Vous allez le rechercher chez les parents, d'abord. Et est-ce que, du coup, c'est possible de le faire ? Ah oui, si vous dites, ah bah oui, là, mais les 2 parents sont hétérozygotes pour une mutation différente, on va rechercher la mutation paternelle dans le sang maternel. Et là, vous donnez le résultat. Ah oui, mais ça, c'est notre quotidien, archi-quotidien, ouais. C'est quand même assez nouveau. Bah depuis 5 ans. CFTR, c'est même depuis 7 ans. Et puis là, on a un catalogue de mutations énormissime. Donc, bien souvent, on n'a pas la mise au point à faire. Donc, pour ces histoires-là d'intestin hyperécogène, on est très réactif. Quand tu dis très réactif, c'est vrai que si on fait une amniosynthèse le jour même, on aura le résultat en 1 semaine, globalement. Si on regarde les mutations les plus fréquentes, même sans séquencer. Nous, en moins de 5 jours. On lance 2 séries par semaine. Du coup... en fonction du jour où ça arrive, il y a une série qui vient d'être lancée et ça ira à la fin de la semaine, mais en moins de 5 jours, on rend les résultats. Et ça, vous avez beaucoup d'indications comme ça, quotidiennement, pour cette indication ou non ? De l'intestin hyperécogène trouvé Non, ça, c'est pas quotidien. Ça, je dirais que c'est une fois tous les 6 mois qu'on nous contacte pour ça. Parce que je sais pas, mais c'est vrai que nous en anténatal, on est plutôt rassurés par la myosynthèse, qu'on va rechercher aussi d'autres choses à côté. On n'est pas forcément ciblé sur. Ouais.
Tout à fait. Peut-être que Florence nous parlera des signes échos et de la conduite à tenir par la suite. Le remboursement, le DPNI dans ces situations-là, d'intestin Alors, hyperéchogène, qui c'est qui paye? Parce qu'il y a une prise en charge sécu. Alors, le coût, nous, de ce qu'on propose, on fait comme du diagnostic prénatal classique. Du coup, on facture B700 pour l'étude du plasma maternel et 2 fois B500 pour les parents qu'on passe en témoin. Voilà. Oui, c'est du B. Ouais, c'est pris en charge, bien sûr. Et on ne facture pas la mise au point de l'essai quand on a besoin de le mettre au point. Donc, voilà. Y a-t-il d'autres questions? Là, on a 3 topos pour cette session, donc on a un petit peu moins de temps de discussion, mais s'il y a une question brûlante, évidemment, sinon ça peut peut-être arriver après ensuite. Merci beaucoup, Juliette. On donne la parole maintenant à Florence Bretel, qui est gynécologue obstétricienne. Donc merci effectivement, Juliette. Florence Bretel, gynécologue obstétricienne, coordinatrice du CPDPN. Alors, je ne sais pas si on dit Timone Conception Timone. En tout cas, à Marseille, qui va être, on va être dans un peu plus d'une zone de confort plus importante pour les obstétriciens présents. Oui, c'est ça. Je fais un topo un peu plus basique. C'était hyper intéressant, ce topo. J'ai appris plein de trucs. Ça va être un peu plus basique. Et donc, en fait, j'ai conduit le topo simplement en partant de mon Alzheimer, parce que moi, en général, à chaque fois qu'il y a un signe d'appel potentiellement évocateur, je me dis, mais où on en est? Parce que des papiers, il y en a plein, et à chaque fois, je ne me souviens plus. Donc, du coup, c'était l'occasion de faire le point sur quand on indique, en fait, une recherche et quels sont les vrais signes d'appel. Donc, j'ai mis là, ce qui nous pose un problème régulièrement au CPDPN, c'est absence de visualisation de la vésicule biliaire. Et j'avoue que j'étais assez contente parce que, en fait, mon Alzheimer m'a rappelé aussi que chronologiquement, en fait, les essais, un coup ils disent oui, un coup ils disent non, et puis après ça revient, puis au final ça change. Donc voilà, l'avantage c'est que maintenant on a des méta-analyses et des revues de la littérature qui permettent de faire le point. L'hyperéchogénicité, le grade 1, le grade 2, le grade 3, et j'ai 1 ou 2 arguments pour orienter ces recherches. Les dilatations digestives, la péritonite méconiale, iléus méconial, et toutes ces histoires de vésicules biliaires bizarres, hyperéchogènes, avec du sludge, et les calcifications digestives. En gros, vous avez là les questions que se pose un pauvre gynécologue obstétricien de base. Alors d'abord, l'absence de la vésicule biliaire, ça dépend en fait des papiers, mais les premiers papiers, c'était une revue de la littérature de 16 cas, montrait qu'il n'y avait pas en fait de mucoviscidose. Donc dans ces 16 cas, la majorité était isolée. Et ce qui est assez éloquent, c'est pas le sujet, mais c'est que il y a probablement un biais en fait dans cette série. Il y avait 12% d'atrésie des voies biliaires, qui est quand même une complication assez majeure. Et qu'au final, quand on a une agénésie une non-visualisation de la vésicule biliaire, lors du suivi échographique, cette vésicule, elle finit par apparaître ou alors elle est vue en postnatal. Et dans cette première série, il n'y avait aucun cas de mucoviscidose. Alors, ensuite, il y a eu une revue de la littérature où on a mis ensemble 280 cas de vésicules biliaires non vues. Et donc, je vous ai fait la synthèse. Donc, il faut savoir que majoritairement, quand on ne voit pas une vésicule biliaire, on la voit parfois sur les échographies suivantes, lors de la grossesse ou en postnatal. Donc ça, c'est pour rassurer un peu les gens et pas forcément faire du catastrophisme. Mais il faut vraiment prendre ce signe d'appel au sérieux, puisque quand on ne voit pas la vésicule biliaire et que c'est associé à un autre signe, donc quel qu'il soit, en particulier un signe digestif, on a, alors ma petite flèche, donc on a des anomalies chromosomiques, on a important risque de mucoviscidose et d'atrésie des voies biliaires. Alors on peut s'aider, nous, quand on n'a pas accès encore au diagnostic non invasif. Nous, on fait des amyosynthèses et on peut associer le dosage des enzymes digestives sur le liquide amniotique, qui aide en particulier, si l'amyosynthèse est faite avant 22 semaines, à identifier une pathologie sévère. Donc c'est quoi une pathologie sévère? C'est l'atrésie des voies biliaires ou la mucoviscidose. Donc, qu'est-ce que c'est une anomalie associée? C'est des anomalies kystiques hépatiques, en particulier du IL, des anomalies à type d'hétérotaxique, un intestin hyperéchogène ou des anomalies de la veine ombilicale ou une dilatation digestive. Donc, la vésicule biliaire seule
ça reste un signe, mais surtout quand il est associé à d'autres éléments. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc, ce que proposait cette revue de la littérature, c'est quand on confirme qu'on ne voit pas la vésicule biliaire, on fait une échographie détaillée, et si c'est une anomalie isolée, la revue de la littérature identifie un risque d'anomalie chromosomique de 1 à 2%, un risque de mucoviscidose de 2 à 3%, un risque d'atrésie des voies biliaires de 3 à 5%, ce qui fait quand même un risque élevé, et donc on conseille de tester les parents et de proposer une amniosynthèse si les parents sont atteints de cette mutation. Alors pour en revenir et faire le lien avec le topo et les questions précédentes, quand il y a un signe d'appel en fait évocateur de mucoviscidose, il y a potentiellement d'autres causes, et c'est vrai que la myosynthèse, elle n'a pas uniquement pour but d'identifier l'existence de mucoviscidose, mais il y a toutes ces anomalies chromosomiques, les infections qu'il faut screener pour pouvoir faire un counseling adapté. Si maintenant il y a des anomalies échographiques associées, le risque c'est plus du tout pareil, 20% d'anomalies chromosomiques, 30% de mucoviscidose et 18% d'atrésie des voies biliaires. Donc c'est important quand on va faire le counseling de savoir dans quelle situation on est. Et ce qui est important aussi, c'est de répéter les échographies parce que le sludge liquide intravasculaire n'a pas la même échogénicité. C'est pour ça que j'ai fait un encart sur la place de l'IRM et qu'une vésicule biliaire peut apparaître. Si on fait une échographie et que la vésicule biliaire vient de se vider, ben c'est une des explications d'absence de visualisation de la vésicule biliaire, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une agénésie de la voie biliaire. Et donc, moi, je posais la question de l'IRM parce que c'est vrai qu'à Marseille, on a Katia Chaumoite qui est très, très impliquée à nos côtés et qui est notre radiopédiatre. Et donc, on a un peu exploré tous les IRM dans toutes les situations et on a accès à l'IRM de manière très facile. Et donc, on a fait pas mal d'IRM dans ces situations-là. Et en fait, il y a un rationnel qui est que l'aspect de la vésicule biliaire, il varie en fonction de la gestationnelle et que le signal en séquence T1 ou en séquence T2 n'est pas le même et qui varie. C'est ce que montre en fait cette diapositive, qui peut expliquer qu'en fait, en échographie, on ne le voit pas et qu'en fait, en IRM, cette vésicule biliaire soit présente. Donc ça peut aider, et ça peut aider aussi à éviter d'être... on est vraiment dans une... évolution vers le non-invasif. Alors l'IRM, il faut y avoir accès, je suis complètement d'accord, mais nous, ça nous sort d'un certain nombre de situations. Et donc il y a cette série qui montre que sur 32 vésicules biliaires non vues, 27% étaient visibles en IRM, ce qui résout en fait le problème pour un certain nombre de femmes, et on voit quand même qu'il y a un taux élevé, un pourcentage élevé d'agénésie des voies biliaires. Alors ensuite, donc ça c'est pour je ferai un petit récap à la fin, parce que moi aussi, normalement, je dois vous perdre. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les généticiens qui perdent. Moi aussi, normalement, je dois vous perdre. Intestin hyperéchogène, le problème, c'est un problème de définition déjà. C'est quand on fait de gradins, de gradins et de gradins, ben, franchement, c'est pas donc attention à la façon de les utiliser. Ne prenez pas une trop haute fréquence. Enlevez les harmoniques. Par contre, si vous utilisez à basse fréquence, vous aurez 3% d'intestin hyperéchogène, et que si vous montez avec des sondes à haute fréquence à 8 MHz ou 9 MHz, vous pouvez aller jusqu'à 30% d'intestin hyperéchogène. Alors il est hors de question de proposer une surveillance et des examens complémentaires à 30% de la population. Donc, si vous respectez les guides, qui est de dire qu'une hyperéchogénicité est significative si elle est plus échogène que l'os iliaque, après de 20 semaines, vous aurez à peu près de 0,1 à 2% des grossesses. Donc, et c'est important que cet aspect soit contrôlé à 15 jours d'intervalle. Donc après, à savoir comment on fait pour l'orientation des patientes, quelle est notre accessibilité à un référent échographiste pour contrôler, soit on contrôle soi-même, soit on l'adresse pour la contrôler. Et c'est uniquement en cas de persistance qu'on va lancer le bilan. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? Ben là encore, on était un peu pauvre, avec pas mal d'études, avec un petit nombre de cas. Et là, on a en 2021 une méta-analyse de 25 études sur 12 000 fœtus. Donc là, c'est quand même du lourd, qui nous dit
qu'est-ce que ces fœtus ont quand on a une hyperécogénicité. Donc on a 3% d'anomalies chromosomiques et la plupart du temps c'est trisomie 21. Mais attention aussi, c'est que là c'est 25 études qui sont probablement anciennes et pour lesquelles on n'a pas tous les tests diagnostiques qu'on a aujourd'hui. Donc maintenant, il y a quand même beaucoup de patientes qui arrivent avec un DPNI et on ne va pas gérer cette patiente de la même façon si on a un DPNI négatif que si qu'on l'aurait fait il y a 10 ans. Donc attention, quand on fait des méta-analyses, on met ensemble des patientes qui n'ont pas eu tous les mêmes tests de dépistage. Il y a donc dans cette série 2,2% de fœtus qui ont une mucoviscidose. Il y a 2% également de fœtus qui ont des infections. La majorité, c'est une infection à cytomégalovirus. Et ça, c'est pour rassurer les gens et les obstétriciens. Dans 70% des cas, ça régresse en fait. Et ce sont des fœtus qui n'ont rien du tout. Mais attention, lors du suivi, il peut apparaître des anomalies. Donc à peu près 2% des cas, il apparaît des choses. Donc une hyperécogénicité n'est pas à prendre à la légère. Il faut dans tous les cas, donc c'est un peu indépendant du topo sur la muco, mais c'est important quand même de le savoir, surveiller parce qu'apparaissent des retards de croissance et des morts fétales in utero. Et en fait, je l'ai enlevé parce que j'avais un cas clinique super joli d'une hyperécogénicité intestinale chez une patiente à 22 qui a eu une césarienne pour un HRP à 26. Et vraiment, le premier signe de tout, c'était ça. Donc voilà. Mais bon, je l'ai enlevé, ça aurait été trop long. Et donc à l'époque, on s'était intéressé avec Candice Ronin, qui est maintenant praticien hospitalier à Martigues, sur les facteurs pronostiques anténatales des hyperécogénicités digestives. On avait fait une étude commune avec Grenoble, et donc on avait un peu plus de 400 cas d'hyperécogénicité digestive. Donc cette étude, elle est intégrée dans la méta-analyse que je viens de vous donner, mais il y a des résultats qui, je pense, sont intéressants. C'est ce qu'on avait fait, fort du principe de dire que c'est difficile de grader une hyperécogénicité digestive. Quand on avait travaillé là-dessus, on avait dit on prend tout. On prend toutes les hyperécogénicités. On avait revu quand même tous les clichés, mais on prend les grades 1, les grades 2, les grades 3, et on regarde un peu si ça change quelque chose. Et donc, on est un peu sur la même situation, c'est-à-dire que si c'est une hyperécogénicité isolée, ça dépend de s'il y a un signe d'appel associé, et en fait ça modifie complètement le pronostic. Et on avait, nous, une majorité quand même d'infections à cytomégalovirus, mais on avait quand même, en particulier lorsqu'il y avait une association échographique, un pourcentage important de mucoviscidose. Donc on avait à peu près les mêmes chiffres. Alors pourquoi je fais, c'est pas uniquement pour nous faire de la pub à Marseille, c'est aussi parce qu'en fait on s'était intéressé au grade et qu'en fait le grade dans cette étude n'est pas un facteur qui est un facteur de risque d'issue défavorable. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un grade 2 ou un grade 3 comparé à un grade 1 qu'il y a plus de risque de mucoviscidose. Donc ça, on est un peu les seuls à l'avoir montré parce que les gens n'ont pas eu cette approche qui, moi, me posait un problème puisque en fait, quand on est référent échographiste, quand on a l'hyperécogénicité, c'est dur de savoir elle était avant, quel est le niveau. Enfin voilà, on n'a pas de quantification exacte. Évidemment, quand c'était isolé, c'était un facteur de bonne évolution. Et puis, s'il n'y avait rien qui apparaissait dans le suivi, ce qui paraît un peu logique, mais pas de dilatation, etc., les fœtus allaient bien. On s'était intéressé aussi, toujours dans l'esprit de savoir l'IRM, est-ce que ça peut être intéressant l'IRM. Donc c'est Xavier Carcopino qui maintenant fait plus que de la chirurgie, qui s'était un tout petit peu intéressé à ça à l'époque quand il était plus jeune. Et en fait, on avait regardé on n'avait pas beaucoup de patientes, on avait 17 patientes, on avait regardé intestin hyperécogène, on les passe à l'IRM, qu'est-ce que ça donne? Et en fait, il y en avait 11 déjà sur ces 17 qui n'avaient rien du tout. Donc fin de l'histoire, on leur avait rien fait. On avait considéré que c'était une variante de la normale et on n'avait pas fait de bilan. Évidemment, quand on avait des signes appels échographiques d'obstruction ou d'élius méconial, dans ce cas, le pronostic était confirmé en IRM. Mais c'était pour dire que l'IRM peut aider à dépatouiller aussi les choses. Et alors ensuite, l'autre question que je me suis posée, donc j'ai regardé un peu dans la littérature parce que je n'avais pas ces données-là, c'est est-ce qu'en fonction des mutations, il y a un profil particulier échographique? Alors, déjà, globalement, et c'est une histoire de logique, là, pour le coup, s'il y a un intestin hyperécogène, s'il y a une dilatation digestive, si on ne voit pas la vésicule biliaire, le risque qu'il y ait une mucoviscidose est multiplié par 30. Donc ça, c'est majeur, d'accord? En revanche, chaque signe isolé
peut être évocateur, mais beaucoup moins. Et regardez ce qu'on voit là-dedans. Donc c'est la grosse série, il y avait presque 700 cas. Quand il y a des calcifications abdominales, il n'y a pas plus de risque de mucoviscidose. Et dans cette étude-là, quand il y a une vésicule biliaire non vue de manière isolée, c'est pareil, il n'y a pas plus de mucoviscidose. Et donc après, alors là, moi, quand j'ai regardé ça, je me sentais pas bien, mais maintenant que je comprends tout, grâce au topo précédent, ça va mieux. Mais donc ils ont regardé dans cette série si finalement le profil, le type d'anomalie était différent en fonction des mutations. Donc je ne commenterai pas davantage, c'est un peu comme une étude en double aveugle. Donc ils ont fait 2 groupes, le groupe qui est des patientes qui étaient adressées directement et le groupe des patientes qui étaient référées secondairement avec, si j'ai bien compris, la recherche des mutations plus rares et dans certaines situations le séquençage du gène. En gros, ce qui ressort, c'est là-dessus. Donc ça, c'est un schéma pour les obstétriciens et ceux qui font de l'écho. En haut, vous avez les fœtus qui sont atteints de mucoviscidose et les signes qu'on retrouve sont quand même l'intestin hyperéchogène et puis l'association avec une dilatation de l'intestin hyperéchogène, l'association également à une non-visualisation de la vésicule biliaire et ces signes-là, donc en haut le profil, au milieu les fœtus hétérozygotes et en bas les fœtus qui ne sont pas porteurs, qui étaient sains. Et vous voyez que le profil est différent, hein, globalement, il y a une vraie différence entre le profil échographique des fœtus atteints et des fœtus non atteints, sans pouvoir identifier un aspect échographique typique d'une mutation. Mais ce qu'il faut voir sur cette série, ils avaient presque 700 cas, ils avaient 30 fœtus qui étaient atteints de mucoviscidose, donc c'est difficile d'établir un profil là-dessus. Alors après, moi j'ai demandé à mes victimes, j'ai eu quelques victimes qui sont mes internes du diagnostic prénatal, j'ai vu qu'il y en avait une là. Donc je leur ai demandé vraiment début janvier de sortir les dossiers des 5 dernières années pour regarder un peu si nous on était pareil ou quelles étaient nos pratiques en fait. Donc elles ont travaillé super bien. Et donc sur les patientes chez qui on a recherché ces mutations, on avait 7% des parents screenés qui avaient une mutation. Donc on est globalement pareil que dans les séries. Et de regarder finalement quelles étaient nos indications pour que c'était une sorte de PP. Hein. Et en fait, je me suis dit qu'on n'était pas si mal que ça. Hein. Donc vous avez à gauche les signes d'appel échographiques qui ont motivé les choses. Alors je pense qu'il y a quelques déviances qu'on va probablement rectifier. Donc des pathologies de la vésicule biliaire non vue. On est globalement à peu près pareil dans nos indications. Et donc sur le diagramme de droite, très joli, quels sont les signes d'appel en fait quand on retrouve une mutation, enfin que le fœtus est atteint. On voit que les signes d'appel est la plupart du temps une hyperéchogénicité intestinale, associée ou non à des dilatations digestives, et avec 16% d'anomalies au niveau de la vésicule biliaire. Et puis, je vous montre quelques petits dossiers, là. Donc, il y a 3 petits dossiers, si j'ai le temps. Donc, ça, c'est une patiente. Donc, le signe d'appel, alors, c'est un dossier un peu ancien, mais le signe d'appel, ici, c'était une toute petite vésicule biliaire et puis un intestin hyperéchogène. Donc, il y avait une dilatation, mais modérée au niveau digestif. Donc, on fait les recherches. Et donc, le fœtus était double hétérozygote, je pensais comme ça qu'on dit, avec un fœtus qui est atteint. C'est un couple qui a demandé une interruption. Ensuite, ce dossier qui est une patiente qui avait une hyperéchogénicité digestive, une vésicule biliaire non vue et un intestin hyperéchogène. Donc, vous voyez, l'intestin hyperéchogène, si vous le comparez à l'os, c'est difficile de dire si c'est un grade 3, un grade 2 ou un grade 1. Et c'était également un fœtus atteint, donc c'est une patiente qui a également après, alors je vous passe le conseil parce qu'on les adresse évidemment au centre de référence qui les informe des thérapeutiques, parce qu'on a bien quand même évolué sur les thérapeutiques possibles et sur le pronostic. Donc c'est un couple qui a également souhaité interrompre. Et puis cette dernière patiente qui avait un antécédent de mort fétale in utero et qui était adressée pour cet intestin hyperéchogène, vous voyez, avec ses parois hyperéchogènes, avec un péristaltisme conservé. Donc, chez cette patiente, elle avait eu un conseil génétique.
Elle avait accepté la recherche de mutation, le couple avait accepté la recherche de mutation, mais en revanche, elle avait refusé la myosynthèse. Au cours du suivi est apparu des dilatations digestives plus importantes, avec un petit doute sur un épanchement intra-abdominal. Alors, je vous ai dit qu'on avait accès à l'IRM très facilement, mais en particulier dans les cas d'obstruction digestive, on est quand même beaucoup en France à le faire. Et en fait, l'aspect en IRM était un aspect typique d'ileus méconial, pouvant fortement faire évoquer une mucoviscidose avec une petite vésicule biliaire, donc qui était visible en signal T1. Donc la consultation où elle a été informée du pronostic, des possibilités, etc. Et donc le couple a en revanche poursuivi la grossesse. Elle a été césarisée, a bénéficié d'une intervention rapidement après la naissance avec une résection de 25 cm de grêle. Bon, c'est un enfant qui est pris en charge et qui va bien. Mais pour vous montrer 2 exemples d'interruption et un exemple d'interruption. Donc pour finir, il y a les non-signes d'appel. Donc les non-signes d'appel, très rapidement, les calcifications hépatiques, clairement, dans tous les papiers, si on est sûr que ce sont des calcifications hépatiques, clairement, je crois que ce n'est pas une indication. Alors c'est une indication à d'autres choses, à plein d'autres choses, mais ce n'est pas spécialement une indication à rechercher la mucoviscidose. Alors évidemment, quand vous regardez les papiers, comme la prévalence des hétérozygotes est élevée, si vous les cherchez, vous pouvez en trouver, mais de manière probablement une association qui peut être fortuite. Pareil, tout ce qui est vésicule biliaire, alors à part les petites, donc c'est là où c'est compliqué, à part les petites vésicules biliaires ou les vésicules biliaires non vues, les contenus des vésicules biliaires, les sludges, les lithiases, etc., ne semblent pas être associés à une augmentation de la découverte de mucoviscidose in utero. Et puis, bon, j'ai remis cette diapositive sur les hyperécogénicités coliques, mais hyperécogénéité du contenu en fait colique, c'est pareil, n'est pas une indication à rechercher la mucoviscidose. Donc au total, pour vous résumer, quel signe d'appel ? L'absence de la vésicule, la violation de la vésicule biliaire, surtout si c'est associé. L'hyperécogénicité, moi je pense que s'il y a une hyperécogénicité, à part si vraiment quand on ne voit plus cet intestin hyperécogène, quand on a pris la bonne sonde qui va bien et modifié le gain, elle doit être prise en considération. Les dilatations digestives, les aspects de péritonite ou d'ileus méconial. Très important aussi de surveiller ces patientes parce que le pronostic n'est pas du tout le même si apparaît un retard de croissance, une dilatation, que si le suivi est normal et si cette fameuse vésicule biliaire apparaît comme de manière miraculeuse. Et donc ne sont pas des signes d'appel les vésicules biliaires hyperécogènes isolées, les calcifications digestives isolées. Donc, bien retenir en mémoire aussi que l'association de plusieurs signes augmente par 30 le risque de mucoviscidose. Donc, c'est important aussi dans le discours qu'on va donner en fait aux patientes et vraiment les garder sous la main. Il faut revoir ces patientes. Alors, il n'y a pas de guideline sur tous les combien il faut les voir, mais en gros, il faut que ces patientes elles soient revues déjà une première fois à 15 jours et après, il faut les revoir toutes les 3 à 4 semaines. Voilà, donc je remercie mon équipe d'internes, Maud, Clara et Sophia de m'avoir aidé à sortir les chiffres de Marseille et à Claude qui m'a donné un ou 2 cas cliniques. Voilà, merci. Merci beaucoup Florence. Oui, une question, Jean-Marie. Merci Florence d'avoir tout bien redétaillé pour nous. Juste un mot, je pense que dans le champ du diagnostic prénatal, la venue des thérapies ciblées, le CAF Trio révolutionne complètement le devenir des malades. Vous savez qu'en fin d'année, le ministère a autorisé son administration aux enfants de 6 à 12 ans. Tous les gens qui prennent en charge au sein des centres maladies rares les mucodisques, ça transforme complètement la vie des patients. Et donc peut-être que dans un futur proche, on pourra appréhender cette problématique autour du risque de muco de manière un petit peu plus... Je crois que c'est le topo d'après, tu es en train de déflorer un petit peu le sujet. Je n'ai pas regardé le programme, pardonnez-moi. Mais c'était une bonne introduction. Est-ce que, juste une question pour... Ah pardon, vas-y. Priorité à la salle. Bonjour. Juste une petite question, pas franchement sur la muco, là, mais sur cette histoire de vésicule biliaire non vue isolée, j'entends.
Parce que dans les hyperécogénécités intestinales, vous avez bien dit que finalement les anomalies chromosomiques, c'était essentiellement des trisomies 21 ou des anomalies de gonosomes. Il y a des triploïdies aussi. Et dans la vésicule biliaire isolée, justement, c'est quoi les anomalies chromosomiques ? Alors, en fait, c'est toujours le même problème. Ce que je disais en fait en intro, c'est qu'en fait, votre patiente, on peut plus maintenant dire vésicule non vue pour tout le monde. En fait, ça dépend ce qu'elles ont eu comme test avant. En fait, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la patiente qui a eu un DPNI, la vésicule biliaire non vue, on s'en fiche complètement, quoi. Enfin, vous allez screener pour les mutations de la muco, mais vous n'allez pas forcément lui proposer une amniosynthèse. Oui, mais justement, c'est ça la question. Si c'est effectivement des trisomies 21, essentiellement, on peut s'en sortir même avec le DPNI. Non, essentiellement. Il y a essentiellement ça, et après, il y a les triploïdies, mais très souvent, dans les triploïdies, il y a d'autres signes. Il y a d'autres signes, voilà. Oui. Donc, c'est vrai que la vésicule biliaire non vue, c'est toute la problématique aussi d'indication pour un signe d'appel. Enfin, nous, on a cette problématique-là dans les deux CPDPN, c'est indiquer un DPNI sur un signe d'appel. Normalement, on est hors recommandation, mais dans ce cas-là, je suis d'accord avec vous que ça pourrait être vraiment bien pour la patiente. Voilà. Voilà, donc en fait, il faut prendre en compte le reste du fœtus, écho de référence, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a rien, savoir aussi que dans les 70% des cas, la vésicule biliaire, elle va être vue après. Enfin, voilà, vous avez vu un peu le... Donc, voilà, c'est... Mais c'est quand même un signe d'appel qu'il faut prendre en considération. Je dirais même plus pour l'histoire de l'atrésie des voies biliaires, qui sont plus fréquents. Donc, recherchez bien s'il y a un kyste, même si c'est ultra difficile de faire le diagnostic en anténatal. Il est fait en postnatal. Une autre question, Gilles. En attendant, est-ce que quand tu fais les IRM dans ces indications-là, tu les fais à quel terme ? Alors, c'est pas moi qui les fais, c'est donc Katia Chaumoitre. Elle demande qu'on soit après 30, en fait. Après 30, quand même, ouais. Et en parlant aussi des dilatations digestives, parce que vous êtes passé peut-être un peu rapidement, parce qu'on reçoit souvent des échos de deuxième intention pour des dilatations digestives, parce que les gens font des échos maintenant à Tire-Larigot et à 34 semaines. Je crois qu'il faut peut-être préciser ce qu'on appelle dilatation digestive importante, parce que si on fait des échos en fin de grossesse, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais au 8e mois, on aura des dilatations digestives, coliques, et qui sont sans... Est-ce qu'on leur donne la même importance ? Sur les dilatations coliques, non, je ne crois pas. Ce qui est vraiment le signe d'appel, c'est l'ileus méconial. Donc l'ileus méconial, c'est une dilatation grêle, significative, associée très souvent à une hyperécogénicité. Donc voilà, c'est ça le vrai signe d'appel. Mais après, oui, c'est pour ça que j'ai mis une image du côlon. Voilà, les images coliques, non, ce n'est pas des signes d'appel. Même sans hyperécogénicité, on voit souvent des dilatations. D'ailleurs, je ne veux pas remettre la diapo, mais la dilatation digestive isolée, ce n'est pas un bon signe de muco, en fait. Oui, je pense... Entre guillemets. On est d'accord, voilà. Et juste pour revenir à la mucoviscidose, est-ce que dans ton expérience, tu as l'impression que parfois il y a des hyperécogénicités qui sont fugaces, qui sont quand même un signe d'appel de mucoviscidose, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a un intestin hyperécogène, elle est vue 15 jours après, on a l'impression que l'hyperécogénicité a disparu et il y a quand même une mucoviscidose dans les suites. C'est le premier dossier là que j'ai montré. On va dire qu'elle a été prélevée, mais l'hyperécogénicité, franchement, quand elle a été vue, c'était 15 jours après. C'est surtout parce qu'il y avait ça avait été vu 15 jours avant et il y avait cette anomalie de la vésicule biliaire qu'elle avait été prélevée. Mais c'est toute la difficulté du diagnostic, en fait, je dirais. De l'hyperécogénicité. Et est-ce que, maintenant qu'on parle quand même beaucoup de pronostics, les nouveaux traitements, est-ce que dans ton expérience, tu as l'impression que quand on met en évidence des signes échographiques en anténatal, puisqu'il y a quand même la plupart des mucoviscidoses qui sont diagnostiquées par le dépistage néonatal, mais est-ce que quand il y a des signes anténataux, on a un pronostic plus défavorable de ces enfants Alors, je n'ai pas la réponse à ça. Je ne sais pas du tout. Ça dépend de quel signe. J'imagine que si on a une péritonite méconiale, le pronostic n'est pas le même que si c'est une hyperécogénicité banale, je dirais, mais je n'ai pas cette information-là. En revanche, ce que je sais, c'est que les femmes, elles commencent à demander, à dire qu'elles ont vu qu'il y avait des possibilités de traitement en anténatal. Oui, il y a un donc, cas clinique qui a été rapporté.
Mais j'avais l'impression que dans la littérature, il y avait peut-être plus de risques d'iléus méconial à la naissance, mais pas forcément un pronostic plus défavorable, mais qu'il y avait plus de mutations. Moi, je ne sais pas. 508. Ouais, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un pédiatre qui peut répondre à ça. Mais... Je pense que notre collègue pédiatre, en nous parlant des enjeux de ce dépistage et des nouveaux traitements, pourra peut-être partiellement répondre à cette question ou pas répondre s'il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Pascal Vaste, juste pour avoir bien compris, parce que c'est pas tout à fait la pratique que nous avons. Merci. Sur une hyper-écho de grade 1 strictement isolée, tu n'as rien d'autre, c'est un grade 1. Vous faites la recherche de muco systématique sur un grade 1 sans rien. Oui, parce que en fait, les patientes, quand elles sont adressées, c'est pas les recommandations, je suis d'accord. Hein. Après, nous, dans la pratique, en fait, les patientes, quand elles ont été adressées, c'est quelqu'un à un moment a considéré que c'était significatif. Si à l'écho, on retrouve rien, on faisait rien. Mais si on retrouve quelque chose, même un grade 1, elles étaient screenées, elles étaient adressées aux généticiens. Donc dans l'eau, on en a quand même pas mal. Hein. J'ai un problème, moi c'était ma question, avec les grades. Je suis désolé, mais c'est Coluche qui l'avait plus blanc que blanc. Mais je suis d'accord. Et j'ai du mal avec le plus blanc que blanc, aussi blanc que blanc, mais un petit peu moins blanc peut-être. Ouais. Et est-ce qu'il faut qu'on continue à parler en grade ou pas? Et moi j'avoue que dans mon CPDPN, j'ai pris le parti de dire soit c'est hyper écogène, c'est-à-dire aussi écogène que l'os ou plus, mais je ne sais pas ce qui est plus blanc que blanc, j'insiste, ou ça ne l'est pas en fait. Moi je suis assez d'accord, c'est pour ça qu'on a un peu évolué, mais bon, c'est discutable. Hein. C'est un peu, ça rejoint un peu cette réflexion-là, c'est-à-dire que c'est ce que tu es en train de dire. Soit on enlève nos harmoniques, on change de sonde, on baisse le gain, on fait tout ce qui est recommandé en fait. Et puis on s'aperçoit que ça reste au moins autant que l'os, et puis après on ne sait pas si c'est plus, si c'est, enfin en tout cas ça reste encore visible. À ce moment-là, c'est du grade 2, et à ce moment-là on y va. Mais quand tu fais toute ta démarche, que tu fais tout, et puis que là, vraiment, ça s'efface, on dit oui, c'est une hyper-écho, mais c'est un grade 1, ça s'efface avant. J'avoue que... Moi, je trouve pas ça si facile, en fait. Non, c'est pas facile. Mais c'est pas facile, je trouve ça vraiment subjectif. C'est pour ça qu'on est un peu maximaliste, hein, sûrement. Ouais. Et alors, ma question qui va avec, vous en avez beaucoup ou pas? Parce que nous très honnêtement... J'ai montré la série, là. Alors, après, c'est une série qui n'est pas réactualisée, hein, mais j'ai montré la série qu'on avait publiée dans Prénatal Diagnosis, où le grade... C'était pas le fait d'avoir un grade 1 qui faisait que tu avais moins de risque de muco. C'était une petite série, hein, mais quand même 400 patientes. Oui, je me suis mal exprimé. Vous en avez beaucoup de dossiers grade 1? Parce que nous, on a beaucoup de demandes d'échographie de diagnostic pour des grades 1, finalement. Nous, en fait, on les confirme. En fait, c'est pour ça qu'on les confirme. Est-ce qu'elles sont significatives? Si elles sont significatives, indépendamment du grade, elles sont explorées. Mais d'ailleurs aussi, c'est normal qu'on en trouve, hein, puisque c'est normal qu'on trouve des choses, puisque sur la prévalence est élevée. Donc c'est comme si on screenait, même si on screen quelqu'un qui a rien, on va trouver des mutations chez les parents. Ok, merci beaucoup Florence, et nous accueillons maintenant Isabelle Sermet, qui est pédiatre et qui s'occupe, je crois, du CRCM de l'hôpital Necker, et qui va donc nous parler de l'information à donner en anténatal. Merci beaucoup. Alors oui, bonjour à tous. Effectivement, je ne suis ni généticienne, ni obstétricienne, ni gynécologue. Je suis pédiatre, personne n'est parfait. Donc je suis pédiatre, pneumopédiatre à Necker, et je coordonne le centre de référence nationale pour la mucoviscidose et les maladies apparentées, et notamment les 34 centres pédiatriques. Donc vous m'avez demandé de vous parler de l'information anténatale à l'aune des nouvelles thérapeutiques que l'on peut délivrer pour les parents qui viennent nous consulter parce qu'ils ont un fœtus chez qui on suspecte une mucoviscidose. Alors tout d'abord, juste un très très bref rappel de cette maladie. Je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais c'est une maladie où on a fait énormément de progrès à l'aune des progrès en termes de diagnostic génétique, où on découvre une maladie extrêmement diverse qui peut être aller du monosymptomatique à type de sinusite isolée à la maladie classique
que l'on a tous appris, qui atteint à la fois une atteinte ORL parfois très invalidante avec des polypes, une atteinte intestinale marquée par des épisodes de constipation et puis l'entrée parfois dans la maladie par l'ileus méconial dont on a parlé, une maldigestion d'origine pancréatique, puisqu'il y a une destruction pancréatique très précoce à la naissance par des kystes multiples, une atteinte reproductive avec une atrésie des canaux déférents, et puis évidemment ce que nous connaissons tous, la sécrétion d'une sueur anormalement salée, qui reste encore le diagnostic de référence à l'ère de la biologie moléculaire pour cette maladie. Et puis ce qui fait le pronostic de la maladie, c'est une atteinte pulmonaire obstructive, précoce, avec du mucus visqueux qui s'accumule dès la naissance, dès les premières heures de vie, on sait ça maintenant avec les modèles animaux, et qui va progressivement créer une maladie inflammatoire qui va évoluer pour son propre compte, qui se surinfecter et créer une insuffisance respiratoire dont le pronostic est mortel. Alors effectivement, il y a eu énormément de progrès, je dirais ces 5 dernières années, dans la mucoviscidose, et en fait, elle est due à des travaux de scientifiques qui ont commencé dès le diagnostic génétique, c'est-à-dire dès 1989, quand on a découvert le gène. Et on a finalement compris assez rapidement qu'il y avait 3 grands groupes. Vous voyez ma souris, oui. 3 grands groupes de mutations, on en connaît plus de 2000 maintenant, qui sont associés pour 10 à 15% d'entre elles à l'absence de synthèse de la protéine, pas de protéines produites, et en gros, il n'y a pas de traitement pour ces patients. Un deuxième groupe de mutations qui sont associées avec une protéine qui est produite, qui va à son site cible, qui est la membrane apicale, c'est-à-dire la surface des épithéliats intestinaux, pulmonaires, pancréatiques. Et dans un certain nombre de cas, cette protéine, elle marche mal, soit parce qu'elle laisse mal passer l'ion-chlorure, puisque c'est une protéine canal qui va s'ouvrir et se fermer des milliers de fois par seconde. Et donc, quand le canal est moins perméant, ou quand ça s'ouvre mal, eh bien effectivement, on va avoir un défaut de fonction. Et ces thérapies, ces mutations sont accessibles à ce qu'on appelle les potentiateurs. Et c'est ce qui a fait une première révolution il y a une dizaine d'années, où pour une mutation très rare en France, on a pu montrer qu'en effet, en favorisant l'ouverture du canal, on pouvait améliorer ces patients, et ça a créé une véritable preuve de concept absolument révolutionnaire dans les maladies génétiques, montrant que quand on peut manipuler une protéine, on peut arriver à avoir un bénéfice considérable des patients. Et puis, comme vous l'avez dit, monsieur, effectivement, la révolution, elle est venue de la thérapie protéique de la principale mutation, qui est la mutation delta F508, la délétion d'un seul acide aminé. Ça provoque une déstructuration totale de la protéine, et elle va être éliminée, finalement, mise à la poubelle par le système contrôle qualité de la cellule. Et là, il y a eu énormément de travail pour arriver à la restructurer avec des molécules qui sont appelées des correcteurs. Et on s'est aperçu qu'effectivement, ces correcteurs permettaient d'emmener la protéine à la membrane, et puis en associant le potentiateur qui favorise son activité, on a eu en fait des succès absolument considérables, mais qui ont été véritablement publiés qu'il y a à peine 2 ans, donc tout va très vite dans cette maladie. Et en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, lorsque on va amener à fonctionner normalement cette protéine, même si elle est mutée, en fait, on va arriver à augmenter la réhydratation de la surface bronchique, et puis à favoriser ici un battement ciliaire normal, c'est-à-dire à restaurer la clairance mucociliaire, c'est-à-dire à éliminer le mucus qui s'accumule normalement au fond des bronches. Donc résultat, publication 2019, 2 énormes essais qui montrent que chez les patients homozygotes pour la mutation delta F508, on va améliorer très rapidement, dès le 15e jour de traitement, la fonction respiratoire des patients, avec un gain en VEMS de plus de 10%. Et puis c'est bien dû à CFTR, puisqu'on normalise le chlorure sudoral du test de la sueur. Alors ça, c'est pour les homozygotes delta F508, mais surtout la vraie révolution, elle a été que le fait de porter uniquement une seule mutation, c'est une maladie autosomique récessive, donc il faut 2 allèles mutés. Eh bien, si on était porteur
d'un seul allèle muté delta F508, quel que soit l'autre, on avait des résultats absolument identiques aux patients qui étaient porteurs de 2 mutations. Donc un gain de 15% de fonction respiratoire et qui améliore la qualité de vie de façon majeure, parce que gagner 15% de fonction respiratoire, vous remontez les escaliers, vous avez un gain d'énergie absolument considérable, c'est ce qu'ont montré les scores qualité de vie, et c'est associé avec une diminution majeure des exacerbations. Les patients effectivement décrivent que pendant les premiers jours, ils se drainent, c'est une véritable drainage de toutes des sécrétions respiratoires, ils toussent énormément, ils crachent tout le temps, et puis une fois que c'est nettoyé, que c'est drainé, ils sont mieux et effectivement, ils ont une vie quasi normale. Alors, ça n'est pas que au plan respiratoire, ils ont un gain de poids considérable aussi, mais aussi en termes de fertilité. On voit une augmentation de la fertilité des femmes atteintes de mucoviscidose tout à fait considérable. Ça, c'est les chiffres du registre américain. Et en particulier, c'est dû aussi au fait que chez les femmes, tout comme dans le poumon, il y a une fluidification du mucus cervical, mieux hydraté. Probablement, le pH est également optimisé. Effectivement, comme vous le voyez ici, toutes ces plages, ces bandes de mucus sont totalement nettoyées après quelques jours d'instauration du traitement. Donc actuellement, effectivement, depuis les derniers jours de décembre, on peut donner cette association de 3 traitements qui s'appelle CAF Trio, 2 correcteurs, 1 potentiateur, aux enfants de plus de 6 ans, quelle que soit la mutation, à condition qu'ils portent une mutation delta F508. Alors, on l'a déjà donné depuis 2 ans au sujet de plus de 12 ans, dès la publication, en fait, dans le New England. Et donc, actuellement, en France, on a à peu près 80% des patients qui peuvent bénéficier de ces traitements, les homozygotes et les hétérozygotes delta F508, avec une petite frange de patients également qui ont des mutations qui sont associées simplement à un défaut de conductivité et de fonction de la protéine et qui peuvent bénéficier du potentiateur seul. Donc on est à peu près à 85% de patients qui peuvent bénéficier de ces traitements. Reste tout de même toujours la frange des mutations qui ne produisent pas de protéines où on n'a pas d'accès à ces traitements. Donc actuellement, effectivement, on a, et de plus en plus, de couples qui nous sont adressés dans les centres de référence et de compétences de mucoviscidose pour des suspicions ou des diagnostics de foetus atteints et des conseils génétiques. Alors, conseils génétiques, je vais me limiter ici à un foetus qui est porteur de 2 mutations génétiques, je dirais typiques, classiques, parce qu'il y a aussi énormément de discussions autour du diagnostic de variants du fait des progrès de génétique, de pathogénicité variable ou inconnue qui créent énormément de problèmes. Et là, on est face effectivement à une mère qui n'avait pas d'antécédent de mucoviscidose et qui est porteur d'un foetus atteint, chez qui on vient de faire le diagnostic. Alors, qu'est-ce qu'il y a actuellement en termes de littérature, de recommandations nationales ou internationales pour ces dossiers-là, donc un foetus qui pourrait, secondairement, qui a un patrimoine génétique accessible à ces nouvelles thérapies efficaces. Il y a extrêmement peu de choses. Actuellement, on a un PNDS français, mais qui date en 2017, qui recommandait effectivement d'aborder avec les couples porteurs d'un foetus atteint des aspects génétiques, le recours au diagnostic prénatal, l'information génétique du risque futur, et en recommandant que les informations soient faites par le médecin du CRCM quand le patient est suivi, ce qui est, d'un point de vue, on va y revenir, tout à fait caduque de notre point de vue. Il y a des recommandations internationales, 2018, une plus récente, 2022, qui insiste, elle, sur le fait qu'il faut absolument avoir un binôme, qui est un conseiller génétique et un pédiatre de centre de référence, pour faire à la fois l'information médicale sur le soin multidisciplinaire qui va s'installer au long cours, que l'enfant soit traité ou non, la nécessité d'être pris en charge dans un centre de référence, l'information génétique complète pour que les parents comprennent l'enjeu, et puis un
terme très vague dans cette publication 2022, la nécessité de faire une information pharmacogénétique. Donc ça, c'est les recommandations de la Société européenne. En France, on n'en a pas et il faut absolument qu'on les fasse. Alors, au sein du groupe de référence pédiatrique, on a effectivement essayé de réfléchir et de mettre en place, et ça, je vous livre, on va dire, les recommandations qui sont en train de se mettre en place et qui ont impliqué des réflexions de généticiens, de pédiatres et aussi d'éthiciens, parce qu'il y a des choses très factuelles sur les progrès faits par ces thérapies, mais ce sont des thérapies extrêmement nouvelles, et donc il faut tout de même effectivement à la fois expliquer aux parents, et c'est nos trois grands principes, qu'il faut effectivement faire bénéficier l'enfant futur des avancées thérapeutiques, les conventions des droits de l'enfant. L'enfant a droit au meilleur niveau de soins, donc on se doit d'informer les parents des enjeux thérapeutiques, mais aussi des incertitudes, on va y revenir, parce qu'on a relativement peu de suivi de ces thérapeutiques. Depuis 2019, on est donc à peine à 2 ans d'évolution. Alors, en termes de bienfaisance ou de bénéfices pour les jeunes enfants, on a un peu de recul sur les potentiateurs qui ont été mis depuis plus longtemps, et maintenant en France, on peut traiter les enfants dès 4 mois de vie, puisque cette maladie est dépistée à la naissance. Donc, il y a à peu près 250 enfants qui sont dépistés chaque année. Donc, on a du recul sur les bénéfices qui peuvent être apportés par ce type de thérapie. Effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on peut potentiellement réverser la maladie. Ici, c'est un scanner. Vous voyez ici, il y a une bronche qui est bouchée par du mucus. L'enfant est totalement asymptomatique. Et en fait, on peut secondairement améliorer ces plages de poumons, en fait, obstrués, qui ventilent mal et qui vont favoriser la progression de la maladie. Donc, il y a eu un certain nombre d'essais cliniques chez les tout petits qui montrent qu'effectivement, en tout cas, on peut ralentir. On ne sait pas si on peut stopper ou éviter l'apparition. On sait chez le modèle animal que c'est tout à fait possible. Chez l'enfant, en tout cas, clairement, on préserve la fonction respiratoire, on préserve le capital santé de ces enfants qui naissent avec un poumon naïf tout à fait normal. Le test de la sueur, on sait que quel que soit l'âge, il va être normalisé. Et surtout aussi, on sait qu'on peut avoir éventuellement un bénéfice digestif, puisque la plupart de ces enfants naissent avec un pancréas déjà extrêmement abîmé, mais pas complètement détruit, et on peut éventuellement améliorer la fonction pancréatique. Ici, c'est l'élastase fécale, qui est un reflet de la fonction pancréatique, et on voit que chez les enfants qui sont traités, on arrive à normaliser l'élastase fécale chez un certain nombre d'entre eux. Et puis surtout, ce qui est très important maintenant avec le recul, c'est que le bénéfice, en tout cas en termes de fonction digestive, reste maintenu. Donc l'effet, en tout cas au plan digestif, ne s'estomperait pas. Au plan pulmonaire, on a encore besoin de plus de données. Et puis surtout, on peut éventuellement avoir un bénéfice chez les tout petits sur le développement d'autres atteintes hors pulmonaires ou intestinales qu'on commence à connaître, qui sont le développement précoce des dysrégulations glucidiques et également des cirrhoses hépatiques. Donc un ensemble de bénéfices qui sont avérés si on commence très tôt ces traitements qu'il faut absolument savoir expliquer aux parents. Le problème, c'est qu'il y a encore très peu de données, très peu de publications sur les tout petits, parce que c'est extrêmement compliqué de suivre ces cohortes de façon précise. Ensuite, qu'on sait que chez les tout petits, les 2 mois, 6 mois, 1 an, les effets secondaires sont souvent très différents de ce qu'on observe chez les enfants plus grands et les adultes. Donc, il faut absolument qu'on continue à observer ces enfants, et en particulier en termes de toxicité hépatique, il y a quelques signaux qui apparaissent. Et puis effectivement, jusqu'à 3 ans, on est sur des organes en développement, en particulier le poumon est complètement, l'alvéolisation est complètement achevée à 3 ans, et on n'a pour l'instant pas de données sur l'impact sur la maturité du pulmonaire ou éventuellement d'autres organes comme le rein. Et puis surtout, la question à laquelle on ne sait toujours pas répondre, c'est effectivement
l'évolution à long terme, en termes de maintien, est-ce qu'effectivement, si débuter très tôt, on va éviter l'évolution de la maladie, ou est-ce qu'il va y avoir un échappement, comme ce qu'on commence à voir chez les adultes, parce que même si on a des bénéfices absolument drastiques, très précoces en termes de fonction respiratoire, si elles commencent à être publiées, c'est que les adultes se redégradent. Et ici, dans cette cohorte anglaise, à 5 ans, on est revenu au point de départ. Donc, on a encore énormément à apprendre de ces molécules dont on connaît encore peu le mécanisme, finalement, d'action. Donc, c'est ce qu'on a décidé d'expliquer aux parents, c'est-à-dire, effectivement, expliquer aussi, c'est une équité du discours, expliquer un message positif, mais sans pour autant cacher l'absence de recul sur l'évolution à long terme, l'hétérogénéité de la réponse qu'on voit chez les adultes, et surtout la nécessité d'un suivi rapproché en CRCM, en impliquant le médecin traitant, mais aussi l'équipe de génétique. Donc c'est une consultation qui se fait à 2 avec les conseillers en génétique et le pédiatre de référence. Donc je pense qu'effectivement il faut qu'on continue dans cette direction-là, en mettant en place maintenant des recommandations qui puissent être suivies par tout le monde, mais sans occulter, dernière partie de ma présentation, c'est qu'effectivement, alors même s'il y a encore beaucoup de couples qui interrompent la grossesse, qui sont quand même conscients des incertitudes qu'il ne faut pas cacher, il y a aussi un certain nombre de couples qui continuent la grossesse. Et madame, vous avez montré effectivement ce couple. En fait, c'est une mutation que vous avez montré qui pourrait être accessible aux thérapeutiques. Et on a quelques données qui sont absolument remarquables sur des traitements in utero. Donc, une publication ici qui vient d'être publiée d'une mère dont le fœtus était atteint avec un ileus méconial et une mère qui a été traitée et avec la résolution à J15 de traitement, du coup, contrôle de l'échographie, la résolution de l'ileus méconial et un enfant qui naît sans atteinte digestive, avec une fonction pancréatique normale et un test de la sueur normal. Donc, la thérapie in utero, elle est possible. Elle est possible avec des précautions. Il y a des études chez l'animal qui ont montré l'absence de malformations macroscopiques. Néanmoins, maintenant, comme on a beaucoup de grossesses sur des fœtus hétérozygotes, de grossesses de mères malades, on sait qu'il y a des risques de cataracte congénitale qui avaient été observés chez l'animal. Et on sait également, par contre, que ces molécules pénètrent. Elles pénètrent même très bien, puisque ça donne des faux négatifs au dépistage néonatal. Et on sait dans le rat, dans le modèle du rat, que ça pénètre en particulier dans le cerveau et dans le poumon, avec une très forte pénétration par rapport aux autres organes. Et nous, on vient de publier le fait qu'il peut y avoir des modifications, en particulier du branching pulmonaire, chez les fœtus murins traités par Kaftrio. Comme vous le voyez ici, effectivement, ça, c'est bon, on prélève le poumon de ces fœtus et on va l'incuber avec ces molécules. Donc, c'est vraiment, on est in vitro totalement. C'est pas du tout ce qui peut se passer, mais en fait, on a essayé de reproduire les concentrations in utero. Et en fait, on voit progressivement l'arrêt du branching et l'augmentation des dilatations des bourgeons pulmonaires, ce qui pose quand même problème sur des conséquences in utero qui peut-être ne donnent pas des malformations évidentes, mais peuvent secondairement donner des atteintes pulmonaires. Donc finalement, pour résumer, on est face à une amélioration majeure du pronostic qui a été mis en évidence chez les sujets malades symptomatiques. Pas de signe d'alerte majeure à ce jour chez les enfants précocement traités, mais une évolution à long terme inconnue qu'il faut savoir maintenant absolument explorer. Et puis réfléchir tous ensemble. Et du coup, je prends l'opportunité, puisque vous êtes tous là, effectivement, de poser la question de la thérapie in utero. Et du coup, je pense que ça serait extrêmement intéressant qu'on y réfléchisse ensemble. Et puis qu'on propose, alors ça, c'est des enjeux éthiques, c'est des comités éthiques, mais peut-être qu'on puisse faire une étude multicentrique pour qu'ensemble, obstétriciens, pédiatres, on puisse suivre, éventuellement proposer à des mères qui veulent continuer les grossesses, des thérapies in utero, sous réserve évidemment d'accords de CPP, etc., mais pour qu'on puisse
comprendre si éventuellement cette révolution potentielle qu'on va voir chez les bébés, elle peut éventuellement être aussi en anténatal. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces données très importantes et très intéressantes. Y a-t-il des questions dans la salle? En attendant, nous, on s'est déjà posé cette question-là. On a eu cette réflexion avec Philippe Rex, qui est votre collègue que vous connaissez, et à Lyon. À l'issue de ces publications, on s'est réunis avec les éthiciens de Lyon il y a 3-4 mois de ça, avec des questions qu'on s'est posées, notamment en disant si on propose ce traitement in utero, faudrait-il le continuer en postnatal? Puisque l'AMM, même si elle a diminué, n'est autorisée qu'à partir de quelques années de vie. Quid d'un fœtus qu'on traiterait? On serait obligé d'arrêter le traitement en postnatal immédiat? Alors ça a été, il faut le continuer en postnatal, puis ça a été fait. Maintenant, on a un modèle qui reproduit bien la maladie, qui est le furet. Et les furettes gestantes ont été traitées. Effectivement, elles accouchent de furets diagnostiqués génétiques mais non malades. Et on voit que si on arrête, la maladie va s'installer. En revanche, il y a un groupe de furets qui a été traité jusqu'à l'âge adulte. Ils ne sont pas malades. Quand on arrête, on voit s'installer tous les signes de la maladie, y compris l'atrésie des canaux déférents. Donc si on traite in utero, il faut absolument continuer à traiter. Donc effectivement, maintenant, on va avoir les essais sur les 4-6 ans. Aux États-Unis, c'est chez les 2 ans maintenant. Donc on va arriver progressivement sur les précocement. Voilà, donc c'est clairement ce qu'il faut faire. La question était, y a-t-il un échappement chez le furet? Ça n'a pas été regardé. Peut-être on peut apporter le micro. Alors, la question, c'était actuellement, quelle est l'espérance de vie? Donc, l'espérance de vie, c'est actuellement, avant d'étudier l'impact des modulateurs, c'était 52 ans en termes de médiane de survie. Donc médiane, c'est-à-dire 50% des sujets vont vivre plus longtemps. Et c'est certainement qu'on est en train d'atteindre une médiane de 60 ans maintenant, voire plus, avec l'inconnu tout de même du suivi à long terme de ces adultes qui vont se redégrader secondairement. Et c'est ce qu'on voit assez régulièrement. Maintenant, on est encore trop tôt pour voir l'impact. Question qui est importante, quel est le coût du CAF Trio? Le coût, il est très secret, mais c'est au minimum 200 000 euros. Donc moi, j'ai toujours l'habitude, par an, donc j'ai toujours l'habitude de dire 2 mois de CAF Trio, c'est 1 an de salaire d'infirmière. Donc il faut savoir le donner à bon escient. C'est des points qui sont très importants. On a des discussions autour de d'autres pathologies génétiques avec des coûts de traitement très importants. Après, on gagne en qualité de vie, donc on peut espérer qu'on gagne sur d'autres choses. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on fait un petit point tous ensemble? Est-ce que les 3 orateurs veulent faire une synthèse de cette session? Est-ce que vous avez une conclusion générale à nous donner? Est-ce qu'on est bien d'accord sur le dernier topo, une question qu'on se pose dans les CPDPN, est-ce que la mucoviscidose reste une pathologie d'une particulière gravité et incurable au moment du diagnostic? Elle le reste pour 20% des patients. Et pour les autres, difficile de répondre parce qu'il faut maintenant avoir plus de recul, même s'il y a un gain considérable en termes de bénéfices respiratoires. La maladie, en tout cas, continue à évoluer. On voit que les patients qui étaient colonisés chroniques avec certaines bactéries n'éliminent pas les bactéries, donc ils restent infectés. Donc il y a encore énormément d'inconnus à observer. Et puis, il est probable aussi qu'on va avoir des effets secondaires parce que ce sont des toutes petites molécules qui ne sont pas spécifiques que de CFTR et qui ont des effets secondaires autres, certains bénéfiques, d'autres peut-être péjoratifs, plus péjoratifs à long terme. Donc on a énormément à apprendre encore de ces thérapeutiques. Je crois qu'aujourd'hui, malgré l'avancée de ces thérapeutiques, si avec toutes les informations qu'on peut leur donner, les couples demandent une interruption de la grossesse en cas de diagnostic de mucoviscidose en anténatale, c'est difficile de ne pas aller dans leur sens aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Encore une question ?
Alors, sauf si j'ai mal compris, mais est-ce qu'on observe plus de faits d'interruption médicale de grossesse sur les enfants dont la thérapeutique en postnatal est inaccessible quand vous parlez d'absence de protéines? Est-ce que vous observez de fait plus de décisions parentales d'interruption de la grossesse quand les parents savent qu'il n'y aura probablement pas de thérapeutique possible? Certainement notre petite expérience. Après, en France, on n'a pas fait le tour là depuis 2 ans, donc il faudrait effectivement le faire. Bon, le discours est totalement différent, hein, bien entendu. Ok, eh bien merci beaucoup. Donc encore des grandes avancées, mais encore quelques incertitudes. Voilà, on va s'arrêter là. Ça reprend cet après-midi